soit 10% environ du budget carbone restant pour tenir les 1,5 degrés Celsius selon le GIEC. Sur le plan de la biodiversité, le plastique pollue massivement nos océans, nos rivières, nos littoraux, et il est encore plus présent dans nos sols. Il asphyxie le vivant avec des dégâts majeurs sur la faune comme sur la flore. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis la moitié du siècle dernier, nous avons rejeté plus de 7 milliards de tonnes de plastique dans la nature. Sur le plan de la santé humaine, enfin, nous commençons à peine à dévoiler l'étendue des dégâts liés à l'ingestion ou l'inhalation quotidienne de milliers de particules de plastique par chaque individu. Alors aujourd'hui, il n'existe plus un seul lieu sur la planète qui soit exempt de pollution plastique. Et cette pollution s'accélère. Si nous ne faisons rien, la génération de déchets plastiques triplera encore d'ici 2060. La pollution plastique, c'est donc une bombe à retardement, en même temps qu'un fléau qui est déjà présent. C'est notre devoir d'y mettre fin le plus vite possible. Nous avons donc pour cela besoin d'un cap clair. Ce cap, nous l'avons réaffirmé lors du G7 d'Hiroshima il y a une semaine. Nous devons mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040 ou plus tard. Ce chantier est immense et pour y parvenir, cela demande une action résolue dès maintenant. Pour réussir, ce sont tous nos modes de consommation et de production qu'il va falloir changer. La France, à cet égard, prend d'ores et déjà ses responsabilités, notamment avec la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, adoptée en 2020. Nous avons déjà pris à ce titre de nombreux engagements. D'abord, la fin du plastique à usage unique, en ciblant en priorité les produits les plus rejetés dans l'environnement. Et bonne nouvelle, cela fonctionne. En quelques années, les consommateurs comme les industries ont adopté des solutions. C'est la preuve qu'il faut prendre des mesures ambitieuses, développer un agenda de solutions, il faut le planifier, il faut donner de la visibilité, il faut changer les comportements et aider à s'adapter. Ensuite, l'amélioration de la récupération, du recyclage et du réemploi. La France est ainsi le premier pays au monde à avoir généralisé la vaisselle réutilisable dans la restauration rapide. Puis, c'est le soutien à l'éco-conception. Ensuite, c'est l'interdiction de produits qui rejettent des microplastiques. Là aussi, nous avons développé des solutions technologiques en partenariat avec les industriels afin de réduire drastiquement ces pollutions. L'Europe accélère aussi ses engagements. De nombreux autres États à travers le monde agissent et je salue en particulier le leadership de pays pionniers en Afrique comme le Rwanda, qui a interdit les sacs plastiques dès 2008, ou encore le Kenya, comme l'Afrique du Sud. Mais au-delà de ces approches nationales sur lesquelles je voulais revenir pour montrer des exemples très concrets, si nous voulons accélérer et tenir le cap, nous avons besoin d'un cadre international qui nous permette d'agir sur le plastique à l'échelle de son cycle de vie complet. Ce cadre commun est crucial, tout simplement parce que la pollution plastique ne s'arrête pas au frontières. Ainsi, nous savons qu'il nous faudra investir dans les solutions de traitement et de recyclage partout dans le monde. Si nous voulons éviter que la croissance démographique et économique des pays en développement se traduise demain par une pollution plastique massive de l'océan et de l'eau. Nous savons aussi qu'il nous faudra coopérer pour trouver des voies de transition qui soient justes et qui se traduisent par la création de nouvelles opportunités. Cela signifie d'abord qu'il nous faut définitivement mettre fin à un modèle globalisé et insoutenable qui consiste à produire le plastique en Chine ou dans les pays de l'OCDE pour ensuite l'exporter sous forme de déchets vers les pays en développement qui sont pourtant moins bien équipés en système de traitement de déchets. Aujourd'hui, nous extrayons du pétrole pour produire du plastique que nous brûlons et que nous enterrons quelques mois après. C'est un non-sens économique et écologique. Cela signifie aussi que nous devons innover, d'une part pour développer de nouvelles chaînes de valeur qui permettent de compenser la disparition de ce plastique qui nous était devenu indispensable dans tant de domaines, d'autre part pour que la fin de la pollution plastique soit créatrice de valeur, avec le tri, le recyclage, le réemploi qui permettent de développer des activités économiques porteuses d'emplois pour les richesses. Sur tous ces sujets, nous sommes interdépendants. C'est pourquoi nous avons besoin d'un traité international juridiquement contraignant. Ce traité, c'est ensemble qu'il nous faut avancer. Il doit nous permettre d'avancer sur plusieurs objectifs fondamentaux. Notre objectif premier doit être de réduire la production de nouveaux plastiques et d'interdire dès que possible les produits plus polluants, comme les plastiques à usage unique et les plus dangereux pour la santé. Nous devons aussi nous fixer des cibles précises sur le recyclage, car aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas performants. 15% du plastique seulement est recyclé à l'échelle mondiale. 100% des plastiques mis sur le marché doivent demain être entièrement recyclables.
C'est le meilleur moyen d'éviter qu'ensuite ces plastiques se transforment en déchets. Il nous faut aussi nous donner les moyens d'innover plus fort, plus vite, pour substituer au plastique des alternatives réellement écologiques, inventer de nouveaux modes de production et de consommation, y compris en passant par l'Europe. Cela passe aussi par la régulation et des incitations plus fortes vis-à-vis du secteur privé pour passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Enfin, nous devons mieux partager les solutions, les technologies et assurer une solidarité vis-à-vis des pays les plus pauvres. Ce projet que je viens de décrire à grands traits, c'est un projet historique. Il s'inscrit dans la lignée du cadre de Kunming-Montréal sur la biodiversité et de l'accord sur la biodiversité en Haute-Mer. Il s'agit aussi de poser les briques, si je puis dire, d'un nouveau droit international de l'environnement qui doit nous permettre de construire demain une mondialisation plus juste, qui protège la nature, qui encourage l'innovation au service de la planète, plutôt que de la détruire. Pour cela, il n'y a pas de temps à perdre. L'objectif doit être d'aboutir à un texte agréé d'ici la fin de l'année 2024, un an avant la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Alors pour cela, il nous faut faire preuve d'audace, d'ambition, oser bousculer, transformer en profondeur des modes de production. Et c'est cela qui est au cœur de votre négociation. Je ne serai pas plus long, la France est heureuse d'accueillir le deuxième cycle de négociations pour ce traité majeur. Vous pouvez compter sur notre détermination, comme je compte sur votre engagement. À nous de faire de cette nouvelle étape un jalon décisif. Alors je souhaite bon courage aux négociateurs et je veux leur dire que nous serons là pour pousser, poursuivre leurs travaux et aller au bout de ce combat essentiel pour changer les modes de production, les comportements, afin de sauver notre planète. Merci.